En date de 15-16 avril 2025, le projet Rubicom a organisé un atelier de réflexion participative sur l'importance et les défis de la cohabitation faune-humain autour du parc national de la Rusizi, dans les enceintes de l'hôtel Kiranzira Paulina. Dans son mot d'accueil, le chef de zone Gatumba a invité les participants à mettre en pratique les contributions qui seront issues du présent atelier. Dans le même ordre d'idées, le représentant de l'Observatoire burundais pour la protection de l'environnement, OBP en sigle, a estimé que les conclusions de l'atelier vont servir de leçon pour protéger et conserver la biodiversité du parc national de la Rusizi. Procédant à l'ouverture de l'atelier, le directeur de la recherche et des innovations de l'Université du Burundi a rappelé les principaux axes du projet Rubicom qui sont la qualité des eaux, les plantes aquatiques, la détermination des services écosystémiques et la cohabitation faune-humain. Il a par la même occasion fait allusion aux résultats d'une étude sur le conflit entre la population et les hippopotames lié à la multiplication des hippopotames, le non-respect de la réglementation, la confusion sur les limites du parc, la faible connaissance de la biodiversité par la population riveraine. Pour le professeur Joël Ndayishimiye et coordonnateur du projet au Sud, le projet Rubicom fait suite aux résultats de la première initiative réalisée sur la surveillance de la biodiversité du lac Tanganyika. Alors, par rapport à l'idée d'origine ou l'idée de départ de la formulation du projet Rubicom, son projet il est né après une première initiative qui a été réalisée en 2015-2017 sur la surveillance de la biodiversité du lac Tanganyika. Et ce projet était aussi financé par le programme VRI-IOS dans les initiatives cibles. Alors, les premiers résultats qu'on avait eu, donc, il fallait parcourir tout le littoral du lac Tanganyika, mais bien sûr en partant de la partie nord de la Rusizi. Après, alors, nous avons pensé maintenant à se focaliser sur la partie Rusizi uniquement. Alors, pourquoi la partie Rusizi? D'abord, c'est une zone humide et qui est même classée parmi les hotspots de biodiversité à l'échelle nationale et même au niveau régional. Alors, les zones humides sont tellement fragiles, sont vulnérables du point de vue dégradation des écosystèmes. Alors nous avons pensé alors à redynamiser cette initiative, cette fois-ci en se focalisant sur quelques aspects toujours liés à la conservation. Alors, dans le projet Rubicom, on s'est concentré sur 4 concepts ou 4 objectifs spécifiques. Premier, c'était sur la qualité des eaux. La Rusizi reçoivent des eaux en provenance des rivières de haute altitude et même des zones lisicoles. On peut imaginer qu'il y a un peu de la pollution. Deuxième aspect, Rusizi est à proximité de la ville de Bujumbura. Alors il y a lié à l'aspect touristique, mais cette fois-ci nous avons travaillé sur les macrophytes, c'est-à-dire les plantes aquatiques. Bon, je vais dire qu'ils sont un peu négligés par rapport aux autres plantes. Et sur ce, nous voulons alors produire ce qu'on appelle le catalogue, ou un lexique qui peut être utilisé par les éco-gardes quand ils reçoivent des visiteurs. Troisième concept, troisième objectif spécifique, c'était ce qu'on appelle la détermination de la valeur des services écosystémiques. Mais cette fois-ci avec un volet économique, c'est-à-dire la quantification des services écosystémiques fournis par le parc national de la Rusizi. Le dernier aspect lié à la conservation, c'est lié à la sensibilisation de la population riveraine du parc national de la Rusizi, la conservation. C'est à ce niveau alors qu'est venue alors cette nouvelle thématique
aussi les conflits entre les hommes et les hippopotames. Et compte tenu des résultats déjà obtenus, le coordonnateur du projet au Sud est largement satisfait pour la visibilité des chercheurs de l'Université du Burundi. C'est un projet de 2 ans. Il a débuté en mars 2024, mais avant il y a toutes les procédures. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Après la signature du mémorandum, il y a eu le premier atelier de lancement officiel. Ça c'était en mars 2024. Ceux qui étaient avec moi au début, donc ils ont vu un atelier de lancement officiel où le coordinateur du Nord est venu. Et le coordinateur du Nord, c'est un professeur de l'université d'Anvers, qui est mon collègue ici. Ça c'est le lancement officiel. Après, alors, il y a eu des activités d'échantillonnage. C'est-à-dire qu'on doit échantillonner chaque année. C'est-à-dire qu'on fait le monitoring chaque mois, dans le suivi de la collecte des données sur la qualité des eaux. Ça, c'est le deuxième résultat qu'on a eu, c'était sur la quantification de la variété des services écosystémiques. Ça a été fait par un étudiant de la faculté des sciences économiques et de gestion. Il a déjà publié d'ailleurs son mémoire. Et autre activité qui a été réalisée, c'est l'inventaire des macrophytes. J'ai eu l'occasion de le présenter et je reviendrai même demain dans le cadre du symposium. Nous avons énormément de macrophytes qu'on ne sait pas, mais qui sont surtout dans des endroits très difficiles d'accès. Dans les lagunes, quand on va des lagunes, c'est un endroit très difficile d'accès et qu'il faut y aller avec précaution. On a fait beaucoup de missions de collecte de terrestres dans la forêt. L'autre, quatrième activité, c'est lié à cette sensibilisation. Donc aujourd'hui, nous faisons la deuxième activité de sensibilisation. Notre activité a lieu en juillet 2024. Parallèlement à ça, il y a ce qu'on appelle le renforcement des capacités. Le renforcement des capacités est sous des volets. En termes d'équipement, nous avons le laboratoire de biodiversité, écologie et environnement du centre de recherche a eu des équipements qui vont être utilisés toujours dans l'analyse de la qualité de l'eau et où on obtient les résultats sur le terrain, c'est-à-dire les mesures s'obtiennent directement sur le terrain. On n'a pas besoin de collecter de l'eau pour ça s'obtient sur le terrain. Ce sont des équipements quand même importants pour notre laboratoire. L'objet à nous, à nos collègues, de pérenniser ces acquis. En plus de ça, quand je parle de renforcement des capacités, il y a eu des mobilités. Les mobilités des chercheurs. Donc, vous avez vu ces chercheurs du Nord qui viennent ici pour renforcer les capacités dans le cadre des activités de sensibilisation. Et même mes collègues, moi-même j'en ai bénéficié avec un autre collègue dans le laboratoire de l'université d'Anvers pour étudier les équipements qu'ils utilisent et même participer dans les travaux de collecte de données sur le terrain au nord, c'est-à-dire partage des expériences. C'est le représentant du programme CBIOS, Dr Luc. Le partenariat entre les ministères, les chercheurs, les ONG, la société civile pour la surveillance de la biodiversité contribue à connecter la recherche scientifique et les décisions politiques. Donc en fait, nous travaillons avec le Burundi depuis pratiquement 25 ans, sous plusieurs phases de programme. Et en fait, nous soutenons tout d'abord l'OBPE en tant qu'agence étatique pour pouvoir mieux conserver la biodiversité dans les aires protégées sous le mandat de l'OBPE. Mais ceci implique aussi de travailler avec beaucoup de parties prenantes qui ont à voir avec la conservation de la biodiversité, c'est-à-dire les décideurs, les ministères, les chercheurs, mais aussi les ONG, donc la société civile, pour qu'ils comprennent mieux les enjeux de la biodiversité et comment limiter les dégâts
et protéger la biodiversité tout en contribuant à un développement qu'on appelle durable. Et donc depuis 25 ans, on soutient l'OBPE là-dedans, dans des campagnes de sensibilisation, mais aussi de la recherche. On donne des petits fonds pour faire de la recherche, pour mieux surveiller la biodiversité des grands parcs, c'est-à-dire la Kibira, la Ruzizi et le Ruvubu. Ce que nous faisons, c'est nous contribuons à un renforcement de capacité, mais avec d'autres acteurs. C'est-à-dire qu'il y a d'autres acteurs belges, comme le VLIR-US et l'ARES, qui renforcent plutôt les capacités des chercheurs. Et en travaillant, nous, avec les ministères et l'OBPE, nous essayons d'établir la connexion entre la recherche, la science et la prise de décision. Et dans cette interface science-politique, c'est là que nous agissons en fait. Et la grande personnalité qui nous a quittés en 2018, Benoît Nzigadera de l'OBPE, nous a bien aidés au début parce qu'il était un champion de la biodiversité en fait. Et il a vraiment mis le Burundi sur le chemin d'une conservation plus durable et d'un développement durable. Et c'est grâce à lui que nous continuons vers une perspective, vers le futur, pour encore plus travailler avec l'OBPE et l'Université du Burundi, aussi avec d'autres projets comme le projet PNUT et d'autres projets VLIR et ARES. D'après le professeur Jacques Nkengurutse de l'Université du Burundi, l'origine du conflit faune-humain est lointaine et son ampleur est très visible pour les cas des hippopotames. Alors, l'origine du conflit, je dirais avant tout, l'origine du conflit, ça ne vient pas de l'hippopotame lui-même, mais ça vient directement de l'origine de la création des aires protégées au Burundi, où en général, quand on crée les aires protégées, on ne consulte pas la population, il n'y a pas de consultation. Et quand on veut créer une aire protégée, il n'y a pas de consentement dans le passé. Et souvent, il y a des gens qui ont été indemnisés, d'autres qui n'ont pas été indemnisés. Ça, c'est déjà aussi une des origines du conflit. Autre chose, parfois, on relogeait les gens qui étaient sortis des aires protégées. Et donc, du coup, quelqu'un peut sortir d'une propriété qui est fertile, qui est déjà valorisée avec des arbres fruitiers, avec une bananeraie, avec plein de richesses, et on lui reloge sur une terre non fertile, une terre qui est disponible en général au Burundi. Quand une terre est disponible, c'est qu'elle n'est pas fertile. Et donc, du coup, ça crée un conflit, ça crée un sentiment de mécontentement. Alors, après, pour le parc national de la Rusizi, tout ce que je viens de dire est valable, mais aussi au niveau du parc national de la Rusizi, c'est que en créant le parc, on a fait la même chose, mais eux, en 2000, on a créé le parc, plutôt on a réduit le parc. En partant du statut de parc national, on est revenu au statut de réserve naturelle. Et alors, on a réduit de moitié, ou même moins, la superficie d'avant, qui était de 13 000, on est allé à 5 000. La partie qui a été amputée du parc a été donnée à des gens pour des exploitations diverses, dont l'agriculture et l'élevage. Et en général, les gens qui ont reçu ces terres, ce ne sont pas les anciens occupants, on a donné aux autres. Et donc, une personne qui avait été indemnisée, qui n'avait pas négocié le prix à recevoir, c'est une source de mécontentement. Autre chose, c'est que on donne une terre à une autre personne alors qu'il y avait un ancien occupant qui dit on m'avait expulsé parce qu'il y avait un pour intérêt public, maintenant ce n'est plus intérêt public, pourquoi on ne me remet pas ma terre? Et donc ça c'est voilà. Alors tout cela alors fait un cocktail qui est conflictuel. Alors maintenant, le parc, il y a des hippopotames qui viennent alors, je pourrais dire, le mal au mal, qui ajoute le mal au mal qui existe déjà. Et donc c'est ça le problème, c'est ça vraiment l'origine du problème. Il y a la représentation du parc par rapport aux gens.
parce que l'hippopotame se retrouve dans le parc, et avant de poser la question du parc, donc du hippopotame, il faut poser la question du parc. Alors le parc en général, les gens disent que c'est très bien, qu'ils aiment bien le parc, jusqu'à 66%. Mais le problème, c'est que les gens qui te disent que le parc pour eux c'est très important, c'est qu'ils disent qu'ils y trouvent de la viande, alors que c'est interdit le braconnage, la chasse. Ils disent que c'est pour le poisson, alors que le poisson en général, pour y pêcher, il y a des réglementations. Ils disent que c'est bien le parc parce qu'il y a du bois, alors que le bois est normalement interdit d'être prélevé que sur une réglementation et une régulation. Et donc, c'est un problème normalement potentiel, c'est un conflit potentiel aussi parce que tu dis qu'il y a du bois de chauffage, du bois pour construction, alors que c'est interdit. Et donc, c'est aussi un conflit. Et le reste des gens qui disent qu'ils ne sont pas fiers, ils ne sont pas contents du parc, finalement, ça revient au même que ceux qui ont dit que c'est important, parce qu'ils disent ce n'est pas important parce qu'on nous interdit d'aller faire des prélèvements qu'on voudrait. Et donc, finalement, tout le monde se rencontre sur un problème qu'ils n'ont pas le droit d'y entrer pour prendre tout ce qu'ils veulent. Alors, l'hippopotame vient pour dire, voilà, maintenant, nous, on ne prend rien là-bas, mais l'hippopotame, lui, il sort et il détruit nos champs. Il cause des accidents, il tue des gens, mais nous, c'est même interdit, les gens ont dit, c'est même interdit de lui lancer une pierre. Et donc, ça devient un conflit sérieux parce qu'il y a des destructions des champs, il y a des accidents sur la route, il y a même des blessures, même des morts. Et donc, le problème est posé ainsi. Et d'ailleurs, il est tellement conçu ainsi parce qu'ils disent, nous, quand on attaque l'hippopotame, on est sanctionné, mais quand l'hippopotame nous attaque, il n'y a pas de compensation, il n'y a pas de... Celui qui est blessé, il n'y aura pas de frais pour se soigner, il n'y aura rien. Et donc, ça veut dire que c'est une poids et deux mesures, et donc les gens, en général, ne sont pas contents de cet hippopotame. Il a par la même occasion proposé des pistes de solutions pour une bonne cohabitation faune-humaine autour du parc national de la Rusizi. Les sons qu'il faut tirer, ça coïncide avec les propositions que nous avons recueillies. Parce qu'on a posé la question aux enquêtés, pour vous, qu'est-ce qui devrait être fait? Quelles sont les solutions proposées? Alors, l'une des solutions, d'ailleurs qui a été proposée par la majorité, c'est que le parc devrait être clôturé avec du courant électrique pour pouvoir repousser les hippopotames pour ne pas sortir du parc. La deuxième proposition, c'est qu'ils disent qu'il faut qu'il y ait des mesures de compensation pour les dégâts causés par les hippopotames. La troisième solution, c'est qu'il y ait des mesures institutionnelles qui permettent à ces gens-là de pouvoir qu'il y ait un mécanisme pour pouvoir faire leur doléance quand il y a ces problèmes, et que même alors dans la salle, parce qu'on avait eu l'expérience des autres pays, qu'il y ait des assurances pour pouvoir, comme quand un véhicule a percuté quelque chose, il y ait des assurances, et que même pour l'hippopotame, on puisse avoir des assurances pour que quand il y a des dégâts, il puisse y avoir des dédommagements. Alors, peut-être ça serait de dire, et de tout ce que tu as fait, qu'est-ce que tu proposes? Je pense que si je devrais parler aux décideurs politiques, c'est que voilà, un comité de gestion de ces conflits devrait être mis en place, un mécanisme de gestion des plaintes, et des mesures de compensation devraient être pensées au moins en termes de pouvoir privilégier des gens qui ont eu des dommages pour des alternatives de revenus, parce que quelqu'un qui avait un champ qui a été complètement détruit, s'il pouvait avoir des alternatives de revenus pour pouvoir continuer à vivre, ça serait important. Mais je voudrais terminer à dire qu'il faut trouver, de toute façon, il faut continuer à discuter. Il faut que le gouvernement entre en jeu, entre dans la danse, pour qu'il y ait un terrain d'entente entre la conservation durable du parc et des hippopotames et le bonheur, le bien-être et le développement durable de notre pays et de la population.